Bienvenue dans Laval en mille et une cultures. Dans cet épisode, je reçois M. Alfred Baroud, propriétaire de Yalla Today, ainsi que M. Michel Trottier, chef de Parti Laval, candidat à la mairie de la ville de Laval, qui va nous parler de son programme et de la gestion de la diversité. Bonne émission. Je suis avec Alfred Baroud, propriétaire de Yalla Today, qui est un média d'information libanais. Oui. Bonjour Alfred. Bonjour Kadi. C'est un plaisir de t'avoir. On va parler d'abord de votre processus migratoire. Vous êtes arrivé quand au Canada, puis à Laval précisément? Laissez-moi commencer premièrement par vous remercier de m'avoir invité et me recevoir ici dans cette télévision. Et je passe le salut à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Je suis arrivé ici le 19 avril 2008 et à Laval 5 ans après. Alors, ça fait 4 ans et demi que je suis à Laval. Ah, 4 ans et demi. Ah, je pourrais dire que je suis quand même votre, comment on appelle ça, prédécesseur à Laval et au Canada. De combien de temps? Je suis venue en 2001, okay. De quelques années, puis à Laval depuis 2006. Comment s'est fait votre intégration? On parle souvent d'intégration. Est-ce que ça s'est fait facilement? Ça a été quoi les défis pour vous? Au fait, en tant que Libanais, on sait très bien que le Liban, c'est un pays très ouvert, avec une culture très ouverte à l'Occident. En général, l'intégration a été très facile, sauf qu'à un certain point, sûrement, il va y avoir ce choc culturel, parce que tu arrives pas seulement dans un pays où tu visites, tu arrives pour vivre pour toujours. Pour toujours, oui. Alors, il y a des choses que tu dois oublier dans ta culture, et ce qui est très normal, dans tes habitudes, je veux dire, quotidiennes. Par exemple, comme quoi? Qu'est-ce qu'il faut oublier? Qu'est-ce qu'il faut oublier? Oui. Par exemple, oublier qu'on n'est pas au Liban. Ça, c'est très important. C'est difficile, ça, oui. Au départ, c'est difficile car il faut suivre le rythme du pays. Et lorsqu'on suit le rythme du pays, on découvre que la beauté et le charme du pays. On est chanceux d'être au Québec et au Canada en général, car ici, l'opportunité est ouverte à tout le monde, à toutes les cultures. Et ça, lorsqu'on commence à réaliser ceci, on commence à avoir notre identité québécoise, canadienne, et on commence à avoir une cohérence avec toute la société, avec toutes les fractions sociales. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, vous êtes venu, puis vous avez pensé à lancer votre média, ou avez-vous déjà un média au Liban avant de venir au Québec? Mon premier journal, c'était artisanal. J'étais à l'école. La comparaison dans les noms des années, c'est différent. C'était en classe de 4e au Liban, qui équivaut ici peut-être au 2e ou 3e secondaire. Je ne sais pas. Mais c'était mon premier magazine et c'était artisanal. La communication me passionnait en tout le temps. Mais je n'ai pas fait des études en communication. Par contre, j'ai fait des études en droit et j'ai pratiqué le métier d'avocat. Mais en même temps, j'étais un éditeur en chef d'un magazine juridique au Liban. Arrivant ici, j'avais ça incarné en moi. C'est facile de lancer n'importe quel média si je veux. Mais je ne me suis pas lancé directement parce que je dois connaître mon terrain. J'ai attendu 5 ans avant plutôt 4 ans avant que je commence Yalla. Yalla, d'accord. Et j'ai passé par plusieurs baptêmes de travail québécois dans plusieurs grandes et petites entreprises pour apprendre, pour savoir comment faire. Et c'est là où je me suis permis de me lancer. D'accord. Donc, vous vous êtes lancé en 2012. 2012, en août 2012. OK. Puis Yalla, pourquoi d'abord le nom Yalla? Puis la cible, c'est quoi la cible? Est-ce que c'est spécifiquement la communauté libanaise ou vous êtes un peu plus large que ça? Je commence par la deuxième partie. C'est large, c'est ouvert. C'est un média trilingue, québécois, canadien. Il n'est pas juste restreint pour les Libanais, sachant que c'est la voix de la diaspora libanaise avant tout, parce que on parle
là-dedans de tout ce qui se passe dans la communauté libanaise, mais aussi dans toutes les autres communautés, lorsqu'on a la chance d'aller couvrir leurs activités. Maintenant, pourquoi Yalla? Lorsque les parents ils attendent un enfant, ils pensent beaucoup qu'est-ce qu'ils veulent nommer l'enfant. Et moi, j'ai pensé beaucoup et j'ai passé par plusieurs phases de nomination. Après, je suis tombé comme ça, comme une inspiration au mot qui est devenu un nom, Yalla, qui est connu par tout le monde, par toutes les cultures. Et c'était le déclencheur pour ce média, pour qu'il soit accepté par tout le monde. Et c'est très facile. D'accord. Et Yalla est un mot très usité dans la communauté libanaise, et arabophone. Oui, en général. Arabe aussi, voilà. Maintenant, toute personne qu'on croise, Yalla, Yalla, ils disent ça, c'est facile pour eux. Mais Yalla aussi, pour moi, le choix n'était pas seulement la facilité et l'universalité du nom, du mot. C'est plutôt pourquoi on l'utilise. On l'utilise, il vient toujours avant un verbe. OK. Yalla, on va manger, Yalla, on va sortir, Yalla, on doit faire ça. C'est-à-dire, il vient avant de faire quelque chose, ce qui est très positif. Donc, il précède une action, en fait. Tout à fait, ça c'est positif. Et vous allez vers l'action. C'est ce que j'aime. Voilà. Yalla pose la question. Donc, moi, je pose la question à Yalla, c'est quoi vos contenus? Est-ce que vous éditez? Avez-vous un journal papier ou tout est sur le web? C'est quoi vos plateformes? C'est ça. On a commencé avec un magazine mensuel sur papier de haute qualité. Mais en même temps, lorsqu'on a publié le premier numéro, on a lancé le numéro électroniquement. D'accord. On a marché en parallèle jusqu'à le 24e numéro. Et après, on a pris la décision stratégique d'arrêter le papier pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, de préserver l'écologie, les arbres et tout ça. Et deux, parce qu'on doit évoluer avec le marché. Le papier, aujourd'hui, est devenu un moyen de médias dépassé. Dépassé, oui. Alors, on est seulement électronique. On est un journal en bonne et due forme électronique, avec toutes les volets de n'importe quel journal, même les petites annonces, même la nécrologie, etc. C'est hebdomadaire, mensuel? C'est quotidien, d'accord. Oui. Oui, parce que ça prend de nourrir l'information tous les jours. Bien sûr que oui. Voilà. Et c'est quoi le défi d'être à la tête d'un média ethnique? Parce que malheureusement, du moment qu'on cible les communautés culturelles, on parle de médias ethniques. C'est quoi les défis? Moi, je dis heureusement qu'on est ethnique parce qu'on essaie d'apporter tout ce qui est beau au mosaïque québécois. Et je vois que toutes les instances québécoises nous accueillent d'une façon vraiment très ouverte parce qu'on a notre cachet culturel et on est bien intégré dans la société. Mais quand on est intégré, pourquoi ne pas juste dire un média? Pourquoi accoler le mot ethnique? Vous avez collé le mot ethnique. Non, parce que c'est ce qu'on dit, on nous classe dans les médias ethniques. Ils nous classent pour faciliter, pour comprendre que ce média, on peut tomber sur une langue qui n'est pas ni le français ni l'anglais. Mais dans Yalla, on est en même temps trilingue. Si on a une nouvelle en français, on va la publier en français sans la traduire en arabe ni en anglais. Pareil pour l'arabe, pareil pour l'anglais. Alors, tous les lecteurs, ils peuvent aller sur Yalla de n'importe quelle origine, de n'importe quelle culture et trouver des articles utiles à lire. Donc, les défis, c'était quoi? Puis, les défis aussi de la communauté libanaise, parce que j'imagine, ayant un média qui parle aux Libanais, vous savez, vous êtes au courant des problématiques ou des enjeux, des attentes de la communauté. Vous attendez quoi? La communauté en tant que communauté libanaise au Québec, à Laval et à Montréal, n'a pas tellement des attentes bien spécifiques. C'est les mêmes attentes que n'importe quel Québécois. D'accord. Au quotidien, on veut continuer à travailler, on veut un essor économique, on veut la stabilité sociale. Ce sont les premiers et les plus importants enjeux pour la communauté libanaise. Par contre, dans le petit cercle culturel, bien sûr, on a toujours tendance à voir comment préserver le cachet culturel libanais qui trouve ses racines
En Phénicie, avec les Phéniciens, avec tout ce qu'ils ont apporté à l'humanité, entre autres, l'alphabet phonétique. C'est nos ancêtres. Alors, c'est ça le vrai défi. Comment mettre ça en relief sans atteindre à la cohérence et sans atteindre à l'intégration normale des choses. D'accord. Donc, mais ça reste que l'emploi, est-ce que c'est plus facile quand vous dites que les défis, entre autres, c'est trouver un emploi, sincèrement, travailler, je trouve qu'un Québécois de souche trouve les mêmes difficultés que n'importe quelle personne qui vient d'arriver au pays, en général. Il faut vraiment avoir les qualifications pour se présenter à un poste. Alors, les difficultés, ils sont présents pour tout le monde. Moi, je n'aime pas séparer. D'accord, mais ce n'est pas plus facile, comme naturellement, vous direz, les statistiques le disent aussi, que les gens des minorités culturelles ont beaucoup plus de difficultés, des fois, à trouver le travail. Ça peut se comprendre, c'est peut-être plus facile d'engager quelqu'un qui est plus proche de toi culturellement, même si ce n'est pas correct. Une partie de la question, elle est vraiment réel, c'est qu'on n'aime pas engager des gens qu'on ne connaît pas. C'est pas parce qu'on est d'une minorité visible ou pas. C'est que même si je suis libanais, je vais chercher quelqu'un, si je vais chercher quelqu'un que je connais, ça doit être quelqu'un ou bien un libanais ou bien québécois, mais je dois le connaître. Si je ne trouve pas, je vais aller chercher ailleurs. Alors, ce n'est pas la question ni de couleur, ni de religion, ni ethnique, il faut jumeler les gens pour qu'ils se connaissent, en fait. C'est ça? Il faut vraiment aborder le sujet d'un autre angle qui est plutôt positif. Parce que si je mets l'accent sur le Québécois de souche qui ne veut pas faire travailler chez lui que des Québécois de souche. Alors je mets l'accent sur quelque chose qui ne pourra pas être vraiment vrai. Et les gens, ils vont adhérer sans penser, oui, je suis Québécois, je vais chercher un Québécois de souche. Mais si par contre on parle d'un pays ouvert et d'un peuple qui est ouvert, et au fait il est ouvert, sinon on n'était pas là. Alors, on est bien d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on occulte aussi les problématiques. Il y a toujours des problématiques, mais ça sort, à mon avis, ça ne sort pas au niveau national. Ça peut être individuel. Comme un Libanais n'aime pas peut-être engager une personne d'une autre culture. Ça peut être ça. Voilà. On va finir sur les élections. Juste 1 ou 2 minutes. 1 minute où vous nous direz, vous, individuellement, quelles sont vos attentes? On sait que les candidats vont se préparer. On va les recevoir à l'émission. Quelles sont vos attentes pour le prochain maire de Laval? C'est de continuer, ne pas effacer tout ce qui a été fait. N'importe quelle personne qui va gagner la mairie, elle doit continuer les exploits qui ont été faits, corriger les erreurs, mais continuer quand même. Ça, c'est très important. Maintenant, la participation de tous les composants de la société lavalloise, ça montre que c'est une ville qui va vers un futur brillant. International. D'accord. Merci Alfred. Merci Kadir. J'ai le plaisir d'accueillir M. Michel Trottier, chef du parti Laval, conseiller de Fabreville depuis 2013. Bonjour, M. Trottier. Bien, bonjour, merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis je tiens à souligner de façon très spontanée, sans condition, sans demander où sont les questions et tout. Pas du tout, je suis très à l'aise avec le fait du ad libre. Voilà, donc merci bien. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, parce que moi, je pense que vous êtes le mieux placé pour nous parler de vous. Qui est Michel Trottier? Écoutez, Michel Trottier, c'est un résident de Laval depuis 30 ans. J'étais enseignant en classe d'accueil au primaire, donc quelqu'un qui a toujours travaillé avec les communautés culturelles. J'ai par la suite été directeur d'école primaire à Montréal toujours et j'ai travaillé pour l'organisme Québec en forme pendant 8 ans qui avait pour objectif d'améliorer l'activité physique chez les jeunes et ainsi que leur alimentation. Mon implication en politique provient du fait que j'avais décidé en 2009 de me
consacré à mon quartier. Donc, je redonnais à mon quartier. Mes enfants étaient grands. Je dis, bon, je vais redonner à mon quartier. Et je me suis présenté sur le conseil d'administration de l'Association des résidents de Champfleury, qui est mon quartier. D'accord. Et j'ai été président de cette association-là pendant 4 ans. Donc, c'était pour travailler sur la qualité de vie dans le quartier. Et en 2013, sont arrivées les élections et on demandait des nouvelles personnes. Je trouvais que c'était une évolution naturelle de mon implication citoyenne. Je me suis présenté comme candidat indépendant. Okay. J'ai fait ma campagne tout seul. 5000 portes, de porte à porte, à donner des mains. Et j'ai gagné. J'ai battu les 5 partis politiques en place. Donc, je suis devenu conseiller municipal de Fabreville. Et un peu par la force des choses, l'opposition officielle à l'hôtel de ville. Parce que j'étais celui, vraiment, qui se levait, qui questionnait les dossiers. De fil en aiguille, bien, on est arrivé à... Les gens disaient, Michel, ce serait important qu'en 2017, on n'ait pas juste un choix comme on a eu pendant 24 ans avec l'époque Vaillancourt. Donc, de ramasser les forces vives de Laval autour d'un parti, ça serait intéressant. Donc, de là est né Parti Laval en avril 2016. D'accord. Et depuis ce temps, bien là, on a 21 candidats dans les 21 districts, tous des gens de quartier impliqués dans leur communauté ou qui ont demeuré dans ces quartiers-là, qui peuvent, de façon très efficace, les représenter. Donc, on en est là et on va voir le résultat le 5 novembre. Le 5 novembre. Donc, vous êtes passé d'un conseiller indépendant à chef de parti avec d'autres gens. C'est quoi la dynamique de ce parti-là? Puis, quels sont vos objectifs? Écoutez, évidemment, notre objectif est de gagner. Nous, on a une vision, on a beaucoup une approche de ramener la qualité de vie dans les quartiers. Actuellement, on trouve qu'il y a un déséquilibre entre les investissements centre-ville et les quartiers. Les gens sont venus à Laval pour demeurer dans une rue, dans un quartier, et y vivre. Ce que veulent en premier les gens, c'est de pouvoir faire des activités près de la maison, de pouvoir aller faire les courses près de la maison, que leurs enfants vivent et jouent en sécurité dans leur rue et dans leur quartier. Donc, nous, on veut ramener des mesures qui vont faire que cet aspect-là revient à la Ville de Laval parce que c'est la raison première pour laquelle les gens sont venus à Laval. Suite à ça, bien, écoutez, on a tout le développement. C'est évident qu'il faut continuer à tenter de voir comment on peut développer nos pôles plus au centre et plus économiques. Mais je vous dirais que notre axe majeur, nous, c'est la qualité de vie à Laval. D'accord, la qualité dans les quartiers. Dans les quartiers. Évidemment, la qualité dans les quartiers passe par aussi la possibilité de se déplacer. Donc, nous, la mobilité extrêmement importante à Laval. Pendant longtemps, de Laval, on allait à Montréal. Actuellement, la nouvelle donne, c'est que sur l'île de Laval, il y a de la congestion. Et là, nous sommes 430 000 habitants. Nous serons 500 000 dans quelques années. Il est important de renverser la tendance sur la façon de se déplacer, mais en gardant un juste équilibre entre l'utilisation de la voiture, parce que notre territoire est conçu pour ça, et le fait que des gens prennent l'autobus. Donc, un de nos premiers engagements, c'est le fait de fournir la passe d'autobus gratuite aux élèves du cégep et de l'université qui sont de Laval et qui sont aux études, évidemment, postsecondaires. Qui sont aux études à Laval ou qui se déplacent aussi à l'extérieur de Laval? Oui, à l'extérieur. À titre d'exemple, on va payer quelqu'un qui étudierait à Montréal, mais qui est un Lavallois. Ben, on paiera l'équivalent de la passe de Laval sur sa passe Laval-Montréal, disons. Et notre objectif au travers de ça, c'est de donner un coup de pouce aux étudiants, de les garder à l'école. Pour nous, c'est important. De retarder l'achat d'une deuxième ou d'une troisième voiture. Et évidemment, il y a l'aspect du travail qui a un impact sur les études. Les étudiants qui travaillent plus que 15 heures semaine ont plus de difficultés à réussir leurs études. Donc, nous, en contribuant, c'est un équivalent de 800 $ par année à peu près. On pense que les étudiants vont avoir besoin de moins travailler. Mais évidemment, là, on renverse la tendance. Plus de gens dans les autobus, plus d'autobus. Une vision à long terme de 10 ans et probablement que dans
plusieurs années, on aura changé la façon de se déplacer à Laval et il y aura moins de voitures et les automobilistes seront gagnants. D'accord. Mais si je suis la logique aussi qui veut qu'il y aura moins de rentrée d'argent pour la STL en ce moment-là, la Société de transport de Laval, comment pensez-vous compenser cela? Parce que c'est un programme qui est certainement alléchant pour toutes les familles. Oui. J'achète la passe pour mon grand garçon, puis c'est une mesure que j'acquérais avec beaucoup de plaisir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers au niveau de la société de transport? Bien, écoutez, la Société de transport de Laval est déjà subventionnée à 50 % par la Ville de Laval. 70 millions de dollars de vos taxes vont actuellement à la Société de transport de Laval. Nous, la mesure des étudiants, on a évalué qu'elle nous coûterait 5,8 millions par année. On évalue à peu près à 7 000 étudiants utilisateurs de la passe. Donc, les passes achetées l'année passée à la STL par des étudiants ont rapporté à la STL 5,8 millions. Donc, nous, on va financer ce 5,8 millions-là supplémentaires à la STL et ce n'est que 0,007 % du budget de 825 millions de la Ville. Donc, nous pouvons trouver facilement 5,8 millions à l'intérieur du budget. Et il ne faut pas oublier que la Ville de Laval fait annuellement entre 20 et 40 millions de surplus. D'accord. Donc, on aurait juste un peu moins de surplus. Surplus. Ça nous ramène au budget, puis ça nous ramène aux taxes aussi, parce que c'est quelque part ce qui permet d'avoir un certain budget. On va commencer par le bilan. Oui. Donc, on a eu le dépôt du budget, puis l'analyse qui en a été faite. Qu'est-ce que vous, en tant qu'opposant, puis chef de parti, candidat à la mairie de Laval, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été accompli pendant ces 4 ans-là? Écoutez, on avait... En 2013, là, peu importe le parti qui aurait pris le pouvoir, on avait des devoirs à faire qui avaient été laissés par la tutelle qui avait eu Laval. Nous avions à redresser nos processus administratifs et avec la nouvelle direction générale, le travail, je vous dirais, a été fait. Donc, on a redressé nos processus, on a élagué les façons de faire. Moi, je suis convaincu qu'actuellement, tout se fait selon les normes et que tout effet de corruption ou de autre est disparu de la Ville de Laval. Par contre, on n'a pas fait ce pas-là au niveau politique. Le gouvernement actuel, l'administration de maire, c'est pour moi une administration de transition qui n'a pas réussi à donner un leadership et une vision pour vraiment représenter les citoyens. Il faut se rappeler que nous, on est là pour ça. Là. Nous, on est la parole des citoyens au conseil municipal. Et les décisions que l'on prend doivent être dans le meilleur intérêt des citoyens et non une décision décidée par des administrateurs, un peu parfois qui ne répondent pas aux demandes des citoyens. Donc, ce travail-là n'a pas été fait. L'administration actuelle aussi, au niveau politique, est une administration d'exclusion. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par Donc, actuellement, il y a 21 conseillers municipaux à la Ville. Et les 6 qui ne sont pas du parti au pouvoir ont été évincés de toute vie politique, de tous les comités de la Ville. Et donc, ça, ce que ça l'a fait des conseils d'administration composés uniquement de gens du parti du maire, avec des civils nommés. OK. Et sans les autres conseillers élus. Sans les autres conseillers élus. Donc, pour moi, la démocratie, c'est on fait participer tout le monde. Le choix des citoyens, ça a été Michel Trottier dans Fabreville. Voilà. Mais Michel Trottier, on l'a évincé. Si on veut une démocratie saine, puis ça, nous, on s'est engagé à ça, bien, si on remporte le pouvoir le 6 novembre, tous les conseillers vont participer à la vie démocratique. D'accord. Ça, c'est un engagement. Monsieur Trottier, on va parler de gestion de la diversité et de l'intégration des immigrants. En tant que candidat et chef de parti, quelles sont les propositions du parti Laval? Qu'est-ce que vous avez pour les communautés culturelles? Puis qu'est-ce que vous ferez pour améliorer la gestion de la diversité? Écoutez, premièrement, nous, dans notre programme, on a fait l'analyse. À la Ville de Laval, il y a plus de 4000 employés, environ 4100 employés. Et nous n'avons que 3 % de communautés culturelles dans nos employés. Donc, c'est environ 216 personnes. Donc, pour nous, il est important à la Ville, pour
atteindre, je dirais, le 28 de communautés culturelles que nous retrouvons sur l'île de Laval, d'avoir au moins l'équivalent de communautés culturelles dans nos employés. Donc, nous mettrons en place différentes mesures pour assurer que les gens des communautés culturelles aient accès à l'emploi à la Ville de Laval comme employeur. Maintenant, à la Ville de Laval, moi, je vous dirais, je suis un nostalgique du Mondial Choral. Ah, ben oui. Où on avait un rassemblement des Lavallois autour d'un 10 jours de festivités qui étaient rassembleuses. C'est l'interculturalité. Interculturel. Là, actuellement, chaque communauté fait sa fête. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de lien entre nous. Okay. Moi, je crois... Tu sais, on est heureux comme Lavallois de voyager dans le monde, mais il faut être heureux que le monde soit chez nous. Il faut profiter de cette richesse-là pour aller plus loin. Donc, il est important de créer des événements, des structures qui vont faire qu'on va se parler, mieux se comprendre et surtout beaucoup s'apprécier. D'accord. Et ça, pour nous, c'est important. Au niveau de l'entrepreneuriat immigrant, parce que moi, c'est une question qui m'interpelle, œuvrant dans le domaine, puis rencontrant beaucoup d'entrepreneurs immigrants, est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises, comme dans d'autres villes, où on a vu qu'il y a eu de l'aide pour l'accès au financement, des incubateurs même, où on a permis aux gens d'être ensemble puis de s'élever ensemble. On a vu le cas à Montréal-Nord. Est-ce que c'est quelque chose de prévu à Laval? En fait, là, on touche le point du développement économique en même temps. Voilà. Donc, 86 des gens, des emplois à Laval sont pour les petits entrepreneurs, petites entreprises. Donc, l'entrepreneuriat à Laval est l'élément majeur de notre emploi puis de notre développement économique. Nous allons avoir des programmes pour favoriser l'entrepreneuriat. Nous, on parle beaucoup, on a parlé du programme de Proximité Plus. Donc, tantôt, je vous parlais de qualité de vie dans les quartiers. Donc, on souhaite que les jeunes entrepreneurs développent des entreprises de proximité, mais qu'on les soutienne pour le départ de ça. Donc, vous l'avez dit, par des incubateurs, par des subventions de démarrage, ce qui est très important. Et tout ça, ça vient avec, si un entrepreneur dans un quartier développe une entreprise, mais il doit y avoir autour de lui de la mobilité. Il doit y avoir une qualité de vie extraordinaire parce qu'il va demeurer dans ce quartier. Il doit y avoir des commerces de proximité. Donc, c'est tout un amalgame d'éléments qui font que l'entrepreneur va réussir dans un milieu donné par du soutien divers. Mais ça prend un environnement, mais ça prend du soutien de la ville et nous, on a la ferme intention de le faire avec un souci pour les jeunes des communautés culturelles parce qu'on sait que souvent, pour ces jeunes-là, c'est encore plus difficile de démarrer des entreprises. Pour conclure, quelles sont, d'après vous, les chances de Parti Laval de gagner les élections, puis quelle serait la première mesure que vous prendrez comme maire de Laval? Écoutez, moi, je ne parle même pas de chance. Moi, je crois que nous allons gagner. Parce que notre discours sympathique de gens proches des citoyens colle vraiment à ce que les Lavallois veulent avoir et on l'entend dans notre porte-à-porte. À tous les soirs, M. Trottier, vous avez une approche qui nous rejoint. L'engagement que je crois qu'on mettrait en branle immédiatement. Évidemment, mais il y en aurait deux, je vous dirais. Il y a le gel du compte de taxes parce qu'on prépare le budget immédiatement pour 2018. Et il y a la mesure de la carte gratuite d'autobus pour les étudiants qui serait à mettre en place rapidement à partir de janvier-février, évidemment en négociation avec la STL pour qu'ils puissent le faire. Il y a sûrement des modalités à mettre en place. Voilà. Merci, M. Trottier. Et ça m'a fait plaisir d'être ici et je peux revenir quand vous voulez. Quand je serai maire, je serai là. D'accord. Merci à nos invités. Je tiens à souligner que nous avons invité tous les chefs de parti à venir nous rencontrer, à nous parler de leur programme, puis de ce qu'ils ont à offrir pour la gestion de la diversité et l'intégration des communautés culturelles, des immigrants. Pour toute question, suggestion et information, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de l'écran. À la semaine prochaine.